Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle plongée au cœur de nos archives. Nous sommes le jeudi 5 mars 2026 et le but de notre analyse aujourd'hui, c'est vraiment d'extraire la substantifique moelle d'un dossier historique et géopolitique d'une complexité absolue. Bonjour. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un dossier massif. Absolument. On va faire un décryptage hyper minutieux de la militarisation de la communauté chiite libanaise et de la création de ce qu'on appelle les mouvements parallèles à l'État. C'est ça. C'est une dynamique fondamentale en fait. Un truc qui a littéralement redessiné toute l'architecture du Moyen-Orient moderne. Mais bon, avant de se lancer, il y a un avertissement vraiment crucial qu'il faut qu'on fasse passer à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Oui, un impératif catégorique même. Il faut savoir que le matériel documentaire qu'on aborde contient des éléments politiquement très sensibles. Très sensible, ouais. Donc la clarté doit être totale sur ce point. L'équipe de cette émission ne prend absolument aucun parti. Aucun. Que ce soit des idéologies de gauche, de droite ou même pour n'importe quel État souverain ou acteur géopolitique non étatique qu'on va mentionner. On n'approuve aucun point de vue, on ne valide rien et on ne condamne rien non plus. Exactement. Notre seul et unique rôle ici, c'est de rapporter de manière strictement factuelle, neutre et impartiale les événements et les idées qui sont dans les documents sources fournis. Voilà, le cadre est posé et c'est vraiment une condition sine qua non pour aborder cette matière sereinement. Parce que la trajectoire qu'on va suivre, elle défie un peu l'entendement. Ah bah c'est sûr que c'est pas le parcours habituel qu'on trouve dans les livres d'histoire. Bah oui, il y a un paradoxe central qui saute aux yeux dès les premières pages. Généralement, quand on pense à l'histoire classique d'un chef de guérilla, on s'attend à un parcours militaire hyper rugueux, ou alors à une formation religieuse hyper dogmatique dès le plus jeune âge. Ouais, un profil très traditionnel quoi. Sauf que là, l'architecte militaire de cette espèce d'armée de l'ombre au Moyen-Orient, c'était un brillant scientifique. Et pas n'importe lequel en plus. Un chercheur spécialisé dans la physique des plasmas. Un gars travaillait sur les trajectoires de satellites pour le Jet Propulsion Laboratory de la NASA. C'est hallucinant quand on y pense. Il concevait des systèmes pour les prestigieux laboratoires Bell. Du coup, la grande question, c'est comment est-ce qu'on passe de l'optimisation des micro-ondes dans des laboratoires américains ultra sécurisés à la création de cellules clandestines paramilitaires au Liban. C'est le destin complètement invraisemblable de Mostafa Chamron. L'incarnation même du technocrate révolutionnaire. Ok, décortiquons tout ça. Alors, ce qui est fascinant ici, c'est que ce fameux bagage scientifique dont tu parles, c'est pas juste une petite anecdote biographique marrante. C'est carrément le moteur de sa stratégie. Son mode de pensée, en fait. Exactement. Mostafa Chamron, il naît en 1932 à Téhéran et il a vraiment un cerveau qui est structuré par et pour l'excellence analytique. Les sources racontent une anecdote assez mémorable sur ses années de formation à l'université de Téhéran d'ailleurs. Oui, quand il étudiait l'électromécanique. En fait, il sortait tellement du lot que son professeur de l'époque, un certain Mehdi Bazargan... Le futur Premier ministre iranien d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Eh bien, Bazargan évalue un de ses travaux et face à la perfection absolue de la copie, il lui attribue une note techniquement impossible. Un 22 sur 20 ? Voilà, 22 sur 20. Ce dépassement du barème, ça illustre bien une intelligence qui ne se contente pas juste d'assimiler les règles, mais qui les transcende totalement. Et forcément, cette brillance académique, ça lui ouvre grand les portes du rêve américain. Avec une bourse d'État à la fin des années 50. C'est ça. Il s'envole pour les États-Unis et en 1963, il décroche un doctorat à la très prestigieuse Université de Californie à Berkeley. Et le sujet de sa thèse, c'est pas rien. Ça s'intitule « Bistabilité électronique dans les circuits intégrés ». Sous les directions du physicien David H. Sloan. On est vraiment sur un niveau de spécialisation extrême. Et en parallèle, le gars maîtrise couramment 5 langues. Le persan, l'anglais, l'arabe, le français et l'allemand. Il évolue dans les plus hautes sphères de la recherche aérospatiale américaine et puis, du jour au lendemain, il tourne le dos à tout ce confort matériel et intellectuel pour plonger dans la clandestinité. Et c'est justement ce profil d'ingénieur système qui va complètement terroriser les services de renseignement classiques plus tard. Parce qu'ils pensent pas comme eux. Exactement. Chamran n'aborde pas la révolution comme un idéologue ou un poète romantique. Pour lui, c'est un problème d'ingénierie complexe. Comme dans un circuit intégré, en fait. C'est tout à fait ça. Dans un circuit, il faut gérer la redondance, éviter les courts-circuits, assurer une transmission sécurisée de l'information. Chamran, il applique exactement la même logique mathématique et logistique à la construction de ces réseaux de guérilla. Il comprend ce fameux effet de levier technologique. Comment une toute petite structure, hyper bien calibrée, peut déstabiliser un système étatique massif. Et c'est une théorie qu'il va s'empresser de mettre en pratique. Ouais, parce qu'il est profondément traumatisé par les défaites arabes successives à cette époque. Et il nourrit une désillusion totale envers les mécanismes de l'État.
Pour lui, les armées régulières sont inefficaces. Donc l'idée émerge de créer quelque chose de radicalement nouveau en dehors des circuits officiels. Il cofonde un groupe clandestin qui s'appelle Sama. Avec des figures comme Ebrahim Yazdi et Sadek Godbozadeh. Et leur ambition, c'est pas de faire du militantisme de base, de distribuer des tracts. Ils veulent forger une élite opérationnelle. Et pour ça, en décembre 1963, ils délocalisent leurs efforts d'entraînement en Égypte. Un choix qui n'est pas anodin, j'imagine. Ah bah non, l'Égypte à ce moment-là, c'est vraiment l'épicentre du panarabisme, avec Gamal Abdel Nasser au pouvoir. Shamran va rassembler 33 étudiants. Seulement 33 ? Oui, mais c'est une véritable matière grise. Ils sont recrutés parmi l'élite universitaire iranienne exilée en Europe et aux États-Unis. D'accord. Ils se retrouvent dans un camp d'entraînement assez rudimentaire près du Caire. Et là, t'as des commandos égyptiens qui leur enseignent l'art de la guerre asymétrique. Donc on parle de combat urbain, de fabrication d'explosifs improvisés, de communication cryptée. C'est ça. Et Shamran, le docteur de Berkeley, avec son esprit d'analyse, devient le tacticien en chef de cette unité. Mais bon, cette alliance entre des étudiants iraniens sciites et l'appareil d'État nationaliste égyptien, ça ne pouvait pas durer éternellement sans faire d'étincelles. Ah, c'était voué à l'échec. Au-delà de la paranoïa normale dans ce genre de groupe, un vrai clash idéologique finit par éclater. Et le point de rupture rapporté par les sources semble presque anecdotique au premier abord, mais en fait il est lourd de sens. Oui, c'est une histoire de vocabulaire. C'est ça. Shamiran et son groupe confrontent directement le gouvernement de Nasser sur une question sémantique. Les médias d'État égyptiens utilisaient systématiquement le terme « Golfe arabique ». Et pour ces révolutionnaires iraniens, même s'ils sont dans la clandestinité, la terminologie correcte et totalement non négociable, c'est Golfe Persique. Ça paraît fou de s'embrouiller pour ça quand on prépare une révolution. Si on relie cela à la situation globale de l'époque, cet affrontement linguistique n'est que la partie visible d'un problème géopolitique beaucoup plus vaste. Nasser avait un agenda caché. Exactement. Shamran intègre une leçon fondamentale durant cette période égyptienne, qui va d'ailleurs s'achever en 1966. Il comprend qu'un État régulier, même s'il se drape dans une grande rhétorique anti-impérialiste ou révolutionnaire, agira toujours, au final, pour ses propres intérêts hégémoniques. Nasser s'en fichait de la révolution iranienne en soi. Totalement. Il ne formait pas ces Iraniens par pure solidarité idéologique, il voulait juste des pions pour étendre l'influence égyptienne face au Shah d'Iran. Et c'est cette réalisation qui va engendrer chez Shamran une méfiance viscérale et complètement définitive envers les armées régulières et les États centralisés. Il acquiert la conviction absolue que pour préserver son autonomie, un mouvement doit construire sa propre infrastructure indépendante de tout gouvernement. Et alors c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette méfiance structurelle, elle va devenir la clé de voûte de son chef-d'œuvre tactique au Liban. On fait un bond dans le temps jusqu'en 1971. Voilà, 1971. Shamran débarque à Tyr, dans le sud du Liban. Il répond à l'appel de l'imam Moussa al-Sadr. Un clerc très charismatique d'origine iranienne, devenu libanais. C'est ça. Al-Sadr cherche désespérément à organiser et à défendre la population chiite libanaise de la région, qui est historiquement marginalisée et complètement laissée pour compte par le gouvernement central de Beyrouth. Et donc Shamran s'installe et il prend carrément la direction de l'Institut technique de Jabal Amil. Alors parlons-en de cet institut parce que c'est le cas d'école parfait de la dissimulation stratégique. Un vrai manuel d'espionnage. Sur le papier, c'est une œuvre de bienfaisance totalement irréprochable. C'est une école professionnelle destinée aux jeunes orphelins et aux adolescents défavorisés de la région. On y donne des formations en menuiserie, en mécanique automobile, en électronique. Une super initiative sociale en apparence. Surtout pour pallier l'absence cruelle de services publics dans le sud du Liban à l'époque. Sauf que derrière cette façade de respectabilité, c'est un véritable cheval de Troie institutionnel. C'est fou d'imaginer un scientifique capable de calculer la télémesure spatiale se retrouver dans un petit atelier poussiéreux du sud du Liban à expliquer comment raboter une planche de bois. Ou comment souder un circuit basique, ouais. Mais bon, l'enseignement technique n'était qu'un prétexte évident. Bien sûr, parce que savoir souder un circuit électrique pour réparer une vieille radio, c'est aussi acquérir la compétence exacte dont on a besoin pour concevoir le détonateur d'un engin explosif. Toute l'infrastructure pédagogique masquait en réalité une logistique paramilitaire. Et ça résonne très fortement avec des concepts hyper modernes pour notre auditoire. L'utilisation du soft power, d'organisations caritatives ou d'ONG comme couverture pour des opérations de renseignement et de militarisation. On voit souvent l'information visible cacher une structure totalement invisible. Ah oui, l'ingénierie de Shamran ne s'arrêtait pas du tout à la technique pure, elle était aussi profondément psychologique. C'est-à-dire ? Eh bien, en coulisses, l'apprentissage des métiers manuels s'accompagnait de ce qu'ils appelaient des cours idéologiques. Donné par Shamran lui-même. La plupart du temps, oui.
Ces sessions hebdomadaires fusionna une théologie chiite axée sur le martyr et la justice sociale avec une rhétorique très tiers-mondiste de libération. Un cocktail redoutable. L'Institut filtrait, repérait et recrutait les éléments les plus prometteurs de l'école pour former de véritables cellules dormantes. Donc, sous le vernis de l'éducation, c'était l'ossature militaire du futur mouvement des Ézérités qui était en train de prendre forme. Exactement. Et c'est une gestation souterraine qui aurait probablement pu rester secrète encore de très nombreuses années si un drame complètement imprévu n'avait pas forcé le destin. Le point de rupture, le 5 juillet 1975. Ce jour-là, le voile se déchire brutalement. Il y a une énorme explosion accidentelle qui rase un camp d'entraînement clandestin situé à Ain al-Bonia, dans la vallée de la Baka. Et les documents soulignent une ironie assez tragique dans cette histoire. Ouais, ce camp était géré avec l'aide logistique du mouvement palestinien Feita. Ce qui est fou, parce que le Feita, c'est un mouvement laïque et nationaliste. Il y avait une méfiance idéologique très profonde de la part de Moussa al-Sadr à leur égard. Mais la nécessité logistique avait pris le dessus. Et l'accident est d'une violence inouïe. Le bilan est estimé et terrible. On parle de 35 à 60 jeunes recrues chiites tués sur le coup en manipulant des explosifs et des mines anti-chars. En toute logique, un désastre pareil, ça aurait dû signer la fin politique et morale du mouvement. Bah oui, un accident industriel militaire qui tue des dizaines de civils en formation clandestine, c'est politiquement indéfendable pour un mouvement qui se dit protecteur des déshérités. Mais c'est précisément là que la machine idéologique opère une transmutation remarquable. L'événement, au lieu d'être un scandale, est immédiatement réécrit par le mouvement en un récit de sacrifice absolu. Il y a ce détail glaçant qui émerge des archives, qui va devenir le pilier de leur mythologie. L'histoire de ce jeune survivant. Oui, un jeune homme atrocement mutilé par l'explosion du nom de Najib Sayed Ali Khalaf. D'après le récit, il aurait utilisé ses tout derniers instants de lucidité pour tremper ses doigts dans son propre sang. Et il aurait écrit sur un morceau de carton trouvé au sol « Soyez croyants ». Kunu Mubimin en arabe. L'impact psychologique de cette image auprès de la communauté est dévastateur. L'échec technique, qui est à l'origine de l'explosion, est totalement effacé et remplacé par l'idée d'un martyr sacré. Ce camp détruit devient du jour au lendemain le berceau spirituel d'une génération entière de combattants. Le sang versé n'est plus un accident, c'est un baptême du feu. Et ça soulève une question hyper importante sur la gestion de crise politique à ce niveau. Parce que Moussa al-Sadr se retrouve acculé par cet événement. Le secret est éventé. Voilà, le secret de son armée privée est exposé à la face du gouvernement libanais et de toutes les factions rivales. L'ambiguïté n'est plus tenable. Donc il prend les devants. Il convoque une conférence de presse historique où il annonce officiellement ce qui n'était qu'une rumeur jusque-là, la création des régiments de la résistance libanaise. Dont l'acronyme arabe forme le mot Amal, qui se traduit d'ailleurs par espoir. Et cette annonce est une rupture cataclysmique pour l'architecture de l'État libanais. Le coût institutionnel est exorbitant. Ben oui, parce qu'en face, on a les forces armées libanaises, couramment désignées dans les sources par l'acronyme anglais LAF. Elle tentait à l'époque de maintenir un vague semblant de cohésion nationale dans un pays qui était déjà au bord de l'implosion. Et Shamran, avec son expertise technologique de très haut niveau, aurait parfaitement pu proposer ses services à cette armée régulière pour aider à défendre le sud du Liban contre les incursions. Mais fidèle à sa fameuse leçon égyptienne, il méprisait les institutions étatiques. En structurant Amal, ils ont délibérément offert une alternative militaire sectaire à la population chiite. Et la conséquence directe de cette stratégie d'ingénierie parallèle, ça a été l'hémorragie quasi immédiate des forces régulières. C'est logique d'un point de vue sociologique. Pourquoi un jeune soldat chiite resterait fidèle à un État lointain à Beyrouth, perçu comme corrompu et indifférent à son sort, quand une structure de défense issue de sa propre communauté l'appelle à la rescousse? C'est pour ça que des unités entières de l'armée nationale, et plus particulièrement la tristement célèbre 6e brigade, qui était majoritairement composée de soldats chiites, ont commencé à se désintégrer de l'intérieur. Les hommes, les armes, le matériel, tout a été siphonné vers les rangs d'Amal. C'est l'illustration clinique de ce qu'on appelle le phénomène de milicisation, la destruction méthodique du monopole de la violence légitime d'un État. Un État affaibli qui va très vite devenir le terrain de jeu de puissance régionale. Ce réseau libanais se transforme en un carrefour transnational de la guérilla. Sauf que, dès la fin des années 70, des fractures internes majeures menacent l'organisation. L'alliance, pragmatique avec certaines puissances extérieures, commence à créer de graves frictions. Le groupe de Shamran, qui est souvent étiqueté dans les documents sous le nom de mafia syrienne, s'oppose frontalement à d'autres factions du mouvement.
des factions qui, elles, penchent plutôt vers la Libye de Mouammar Kadhafi. Et ces luttes d'influence interne se cristallisent autour d'un événement dramatique en 1978. Oui, lors d'une visite officielle en Libye pour rencontrer Kadhafi, l'imam Moussa al-Sadr disparaît purement et simplement. Il s'évapore sans laisser la moindre trace. Une disparition qui demeure encore aujourd'hui l'un des plus grands mystères non résolus du Moyen-Orient. Mais sur le moment, ça prive soudainement le mouvement de sa boussole spirituelle. Et pour Shamran, c'est la confirmation brutale de ses pires instincts géopolitiques. La trahison permanente des acteurs étatiques. Mais l'histoire s'accélère à ce moment-là. L'année suivante, en 1979, le Shah d'Iran tombe. C'est le triomphe de la révolution islamique. L'heure du grand retour pour Shamran. Le retour triomphal dans son pays natal, ouais. Et attention, il ne revient pas les mains vides. Le fruit de son travail acharné au Liban l'accompagne. Il débarque à Téhéran avec 92 combattants. Un mélange d'Iraniens et de Libanais, tous formés à la dure école de la guérilla d'Amal. Et c'est un timing parfait parce qu'au même moment, l'armée régulière iranienne est purgée et décimée par la paranoïa des nouveaux dirigeants révolutionnaires. Ce petit contingent offre donc au nouveau pouvoir une unité d'élite, loyale, surentraînée et immédiatement opérationnelle. Le technocrate de la clandestinité atteint alors le sommet de l'appareil d'État qu'il avait pourtant tant fui et critiqué par le passé. C'est le grand paradoxe de sa fin de vie. Il est nommé ministre de la Défense de la République islamique d'Iran. Rien que ça. Il siège au Conseil suprême de la Défense et quand la guerre dévastatrice avec l'Irak éclate en 1980, il ne reste pas tranquillement derrière son bureau de ministre. Non, il crée le quartier général de la guerre irrégulière. Il reprend ses principes fondamentaux de guerre asymétrique pour harceler les divisions blindées irakiennes sur le terrain. Mais c'est d'ailleurs là-bas, sur le front, près de Delavieh, en juin 1981, que la trajectoire météoritique de notre scientifique s'arrête. Fauché par un éclat d'obus de mortier. Et sa mort, succédant de si près à la disparition de Moussa al-Sadr, va créer un vide abyssal au sommet de l'organisation Amal au Liban. Un vide institutionnel et qui m'a provoqué un schisme d'une violence inouïe. La direction du mouvement est reprise par Nabi Berri, qui a un profil diamétralement opposé à ses prédécesseurs. Berri opère un vrai virage stratégique vers ce qu'on pourrait appeler la normalisation. Sous son égide, Amal devient beaucoup plus laïque. Le mouvement s'ancre dans le jeu politique traditionnel libanais, s'aligne fermement sur les intérêts de l'État syrien et cherche avant tout à s'intégrer dans les institutions étatiques officielles. Sauf que cette normalisation très pragmatique est perçue comme une hérésie totale, intolérable par l'aile la plus dure du mouvement. Le point de non-retour est franchi en 1982 lors de l'invasion israélienne du Liban. Nabi Berri accepte de siéger au sein d'un comité de salut national. À la même table que des dirigeants de la droite maronite soutenus par Israël. Pour la frange radicale du mouvement Amal, ceux qui ont été biberonnés à la pureté idéologique intransigeante de l'Institut Jabal Amil, c'est la trahison suprême de la vision de Shamran. Et cette ligne de fracture va donner naissance à l'une des scissions les plus lourdes de conséquences de l'histoire moderne de la région. Les dissidents radicaux font sécession. Aidés, financés et structurés par une nouvelle génération de gardiens de la révolution iranienne fraîchement débarqués dans la plaine de la Bekaa, ces puristes fondent une toute nouvelle entité. Une entité qui va littéralement absorber l'héritage paramilitaire de Shamran et qui deviendra le Hezbollah. Et on sait que cette rivalité va dégénérer à la fin des années 80 en un conflit armé fratricide absolument terrifiant. La fameuse guerre des frères. Où Amal et le Hezbollah vont s'entretuer avec une brutalité rare pour obtenir l'hégémonie totale sur Beyrouth et sur le sud du pays. Si on prend un peu de recul maintenant pour analyser la globalité de ce grand tableau, le paradoxe de toute cette trajectoire est profondément déconcertant. C'est-à-dire ? Le projet initial d'Al-Sadr et de Shamran répondait à une urgence sociale indéniable. L'émancipation, la scolarisation et la protection d'une communauté chiite libanaise asphyxiée par la pauvreté et par l'indifférence cruelle de son propre gouvernement. Et sur ce plan strict, on peut dire que le pari a été historiquement remporté. La communauté a pris conscience de sa force politique et de son poids démographique. Tout à fait. Mais le prix de cette émancipation a été l'atrophie, voire la destruction pure et simple de l'autorité de l'État libanais. En contournant systématiquement l'armée régulière, en bâtissant des petites écoles de menuiserie qui cachaient en réalité des camps d'entraînement, ils n'ont pas seulement libéré une population,
Non, ils ont carrément inventé la matrice moderne de l'acteur non étatique hybride. Une organisation qui est suffisamment ancrée dans le tissu social et caritatif pour être perçue comme indispensable au quotidien et en même temps militairement assez sophistiquée pour supplanter l'armée nationale de son propre pays. Alors, il est impératif de rappeler en conclusion la nature même de notre décryptage d'aujourd'hui. Bien sûr. Ce que nous venons d'explorer ensemble, des bancs de l'université de Berkeley jusqu'aux montagnes du Jabal à 1000, ça constitue un compte-rendu analytique de faits historiques et géopolitiques documentés par nos sources. La présentation détaillée de ces stratégies ne comporte de la part de l'équipe de cette émission aucune forme de validation morale ou idéologique des méthodes employées. Ni aucune prise de position concernant les acteurs libanais, iraniens ou régionaux abordés. Notre travail se limite comme toujours à la transmission neutre de la complexité factuelle. Et c'est une complexité qui, je trouve, résonne d'une manière assez troublante avec notre époque contemporaine. Précisément. Et c'est peut-être la réflexion ultime que ce dossier nous suggère de faire, bien au-delà du cas spécifique libanais. Dis-nous tout. Si dans les années 70, un brillant ingénieur a réussi à utiliser la structure la plus inoffensive et louable du monde, une simple école de formation professionnelle pour jeunes défavorisés, pour assembler en secret une infrastructure militaire capable de briser le monopole d'un État entier, La question, c'est combien d'architectures similaires opèrent en ce moment même à l'échelle mondiale ? sous le vernis immaculé d'organisations non gouvernementales, de fondations de recherche ou même de start-up technologiques florissantes, combien d'entités construisent très discrètement des capacités paramilitaires ou cybernétiques de pointe qui sont totalement indétectables pour les radars de la géopolitique traditionnelle. C'est une interrogation assez vertigineuse pour clore ce dossier, et ça démontre bien à quel point la compréhension précise des tactiques d'hier reste finalement la seule arme pour percer à jour les illusions du monde d'aujourd'hui. Un immense merci à notre auditoire de nous avoir accompagnés dans cette enquête documentaire rigoureuse. Gardez l'esprit critique, interrogez toujours les façades, et à très bientôt pour un nouveau décryptage approfondi.